Salut, aujourd'hui je te retrouve en montagne proche de la pointe du Sambouis qui est en fait juste en face de moi. Derrière moi tu peux voir le lac d'Annecy et aujourd'hui je vais te parler un petit peu de mon expérience sur le bivouac en montagne, le bivouac notamment en solo. Commun. C'est trop bien. Mon sac n'est pas trop large. Non, ça passe pas. Je vais reposer le sac. Aujourd'hui je vois un autre panorama qui n'est pas plus mal et on se met en direction surtout aussi de la pointe de la Sambouis qui est au final le deuxième sommet le plus haut des Bauges, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'espère pas me tromper, sinon vous pouvez me jeter des tomates si vous voulez. Et voici ici présentement notre premier arrêt pour faire du ski. Non, nous allons continuer, nous allons aller tout en haut. Plus proche de cette pointe. Ici tu peux voir cette année la ville d'où je viens. J'ai pris une navette gratuite de là pour monter jusqu'à ici. Et jusqu'à ici je prends le télésiège pour me rapprocher du sommet. On peut quand même s'arranger même si on est un peu limité par une petite blessure au final. C'est un jour de canicule aujourd'hui donc je suis plutôt contente de sentir un peu l'air frais sur mon visage. Donc nous on va se diriger vers la petite Sambouis actuellement. Ensuite nous allons faire du parapente. Non, c'est totalement faux. Et là par contre, itinéraire délicat en falaise. Disons qu'il y a une portion où c'est carrément voilà, des sortes d'échelles, ça fait plutôt via ferrata qu'autre chose. Alors je t'emmène camper avec moi dans les Bauges, mais je vais te montrer également d'autres excursions, notamment dans le massif de la Chartreuse, au cours desquelles je vais te présenter le matériel que j'utilise, comment je prépare mes itinéraires, bref, toutes les petites questions que l'on peut se poser quand on débute. Je suis un peu carburée histoire d'être là vraiment pour le coucher du soleil. Là je crache mes poumons, je n'ai plus de souffle. Je pense que là ça semble parfait pour bivouaquer. Et moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi pas trouver un endroit aussi de ce côté-ci. Oh là là. Oh regarde-moi cette vue. C'est génial. On va aller tout petit chemin tout en bas. Alors un des points déjà qui fait que j'adore le bivouac et que je t'en parle, c'est tout simplement ces panoramas de dingue que tu peux avoir à 360 degrés. Déjà, bivouac en montagne, c'est... Si les gens en font et si les gens se prennent de passion pour ça, généralement c'est pour ces magnifiques vues. Alors, du bivouac certes, mais du bivouac tu le fais en ami, alors pourquoi le faire en solo? Alors bien sûr, le premier point qui vient directement, c'est la disponibilité des uns et des autres. C'est que des fois ça ne colle pas ou alors voilà, il n'y a pas la forme physique, il n'y a pas la motivation. Par exemple, si tu as envie de te lancer des fois dans des randos de 7h, 8h et qu'il n'y a pas forcément le confort au bout, voilà, les envies de tout le monde ne sont pas les mêmes et pour ça, ça serait un peu bête de se priver, donc tu peux tenter l'aventure solo. Mes expériences de bivouac sont quand même très différentes l'une de l'autre parce que là j'ai croisé beaucoup plus de monde dans la montée, c'est une randonnée qui se voit et beaucoup plus fréquentée. La dernière fois j'avais croisé que 2 êtres vivants de toute ma randonnée donc quand même voilà, j'étais vraiment pour le coup seul au monde. Là cette fois-ci j'ai un peu de compagnie derrière. C'était passé juste avant, ils voulaient se poser peut-être à l'endroit où j'étais mais le terrain n'était pas assez plat. La disparition du soleil. C'est vraiment les toutes dernières lueurs. On commence à voir les petites étoiles.
Quand tu campes avec quelqu'un, c'est une autre expérience. Tu échanges énormément, tu passes des moments très très chouettes, convivial, chaleureux. Mais se retrouver seul avec soi-même, c'est encore plus se déconnecter du monde. Ça permet de bien se ressourcer et se recentrer surtout sur soi. Oh, c'est quoi? C'est une chouette? Il y a un hibou qui me tourne autour. Je ne suis pas à manger. Va-t'en. Non mais il va aller essayer de manger des marmottes. C'est triste mais... En fait je me suis toujours dit pourquoi est-ce que ça sentit autant? Est-ce que c'est des gens qui allument éteignent leur lumière? Dans ce cas je les remercie parce que c'est franchement joli. J'ai eu vraiment aucun bruit quoi. C'est généralement dans ces moments de calme où il n'y a pas de perturbation extérieure que je trouve personnellement le plus d'idées pour de futurs projets créatifs. Quand tu te lèves avec l'éclairage naturel, que tu fonctionnes avec le cycle du jour, que tu n'as pas toutes les notifications qui arrivent sur le téléphone, tout le stimuli extérieur que l'on peut avoir quand on est en ville. L'endroit où j'ai planté ma tente pour la première fois, juste en face, sur ces petits monts ici. Et ensuite j'étais allée à la pointe du Bon Plat, ici. Bon, et pour grimper le mont, je laisse mon sac derrière ce petit rocher. Quelques éléments qui seront un petit peu à la manière des Via Ferrata que j'avais déjà testé à Thônes, qui est en fait une sorte de randonnée en falaise avec plusieurs installations spécifiques, câbles, échelles, rampes, etc. Sauf qu'ici le niveau est forcément plus facile et tu n'as pas besoin d'avoir de l'équipement. Il y a des petits barreaux, il faut mettre les mains tout du long en fait, pour arriver au sommet. Bien sûr, quand on est seul, il faut rester prudent, donc je monte à peu près en même temps que les autres campeurs. Ouais. Ok. J'ai trouvé 1 euro. Yes, bah c'est porte-bonheur, écoute. J'y suis. Oh là là! Chaque fois c'est spectaculaire quand tu gravis un sommet. On voit des petits gens en haut, sur l'autre sommet. Alors là j'attends le bus pour mon départ de randonnée et quoi de mieux que maintenant pour te parler de comment je me rends à mes lieux de bivouac. Vous avez été quelques-uns à me demander par rapport à ça. Alors personnellement je me déplace exclusivement en transport en commun, en transport urbain, TER, bus, navette gratuite. Ça c'est très bien, c'est très bon à savoir, mais souvent l'été et également l'hiver, tu as souvent des navettes qui conduisent aux montagnes ou au départ de randonnée et tout ça. Tu as aussi les navettes plage, c'est pareil. Là je suis à Grenoble et ce qui est très bien ce qu'ils font, c'est qu'en gros tu peux maintenant depuis le Covid, en tout cas réserver directement ton ticket par SMS. En fait t'envoies un SMS, tu as ton ticket sur ton téléphone qui est valable pendant 1 heure et au cours de cette heure-là, tu peux prendre le tram, tu peux prendre également le bus pour te conduire jusqu'au départ de la randonnée, tout ça pour le même prix, comme ça t'as pas besoin de t'embêter avec une voiture, la planète te remercie et moi me concernant j'ai pas le permis encore donc c'est sûr que c'est une bonne alternative pour les jeunes comme moi qui n'ont pas leur bagnole ou alors quand tu es en vacances et que tu n'as pas la bagnole sur place. Bien sûr, il n'y en a pas partout des navettes donc ça va un peu limiter les endroits où tu vas, mais j'ai envie de dire en montagne il y a tellement d'endroits où poser sa tente qu'au moins voilà, ça te limite un petit peu les choix et c'est pas plus mal d'un côté, des fois tu sais plus où te donner de la tête ou qu'est-ce que tu as envie de faire quoi. Après sinon j'utilise énormément le vélo, c'est bien parce que c'est écologique, mais c'est vrai que dans certains cas c'est très sportif quand même quand tu te manges beaucoup d'heures de randonnée dans la journée, sachant que le premier bivouac que j'ai fait en solo en fait j'ai pris justement le vélo pour aller de Annecy, j'ai fait tout ça en vélo jusqu'à Doussard. Oui, ici j'ai plus de connexion. Avec le gros sac sur les épaules qui pèse quand même pas mal. Le pneu arrière était tout dégonflé d'ailleurs. Et ensuite de Doussard, j'avais dû marcher encore 1h30 jusqu'au départ de ma randonnée pour arriver jusqu'au parking pour commencer la randonnée. Je suis si contente d'arriver au point de départ. Reste tout le reste à faire. Et après j'ai commencé cette randonnée qui était de
de 7h à 9h. Je sais pas trop parce que j'ai fait 2 boucles en fait en tout. Enfin j'ai pas fait une boucle mais j'ai fait toute la montagne de charbon et compagnie parce que je n'avais pas cette contrainte d'avoir la voiture à un endroit précis. Il ressemble à rien le chemin. Ah, ça va pas du tout ça. Mais s'il vous plaît les directions. Là, il y a une personne qui a rafistolé. Merci, c'est gentil. Ah, mais ils sont tous morts les panneaux. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que quand tu pars pas avec une voiture, tu peux tu peux marcher autant que tu veux, jusqu'où tu veux et prendre l'itinéraire vraiment que tu souhaites et t'es pas obligé non plus de faire des boucles, de commencer un point de départ et être obligé de revenir à ce point de départ. Donc ça c'est vraiment un gros avantage du fait de se déplacer voilà, en transport en commun. Maintenant au niveau de l'itinéraire, généralement, je calcule quand même mon itinéraire par rapport aux sources d'eau. Ça c'est très important parce que quand tu pars sur voilà, 2 jours, 3 jours de bivouac, tu peux pas emporter 3 bouteilles de 1 litre chacune, ça va commencer à peser dans ton sac. Donc ce que je fais, c'est que je prends une gourde filtrante. C'est pas rempli, mais il y a de l'eau. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Quand tu fais des treks, tu reviens à tes instincts primaires. T'es content d'avoir de l'eau, tu sais. Eau non potable, heureusement j'ai ma gourde donc. Ah, c'est l'équivalent en fait des pastilles qui permettent de purifier l'eau. Donc ça c'est pas mal de le prendre en compte pour pas crever de soif un moment et pas se retrouver à faire le chameau. Voilà. Bon, l'avantage de cette gourde, c'est tout simplement vu qu'elle est flexible. Contrairement aux gourdes solides, tu peux tout simplement ensuite la transvaser à ta propre bouteille. Bon et bien sûr ce qui est absolument génial, c'est que qui dit aussi gourde flexible, dit gourde qui prend moins de place dans le sac, puisque forcément, hop, c'est tout compact. Donc en priorité bien sûr l'eau et après ton itinéraire c'est forcément en fonction des points de vue, des crêtes et compagnie. Et pour ça, pour trouver les chemins de randonnée et tout ça, il y a des applications qui sont très bien. Déjà il y a Visorando qui est une application qui recense énormément de randonnées, qui note la difficulté, le dénivelé, le nombre d'heures, le départ de la randonnée, tu as toutes les coordonnées nécessaires. Mais j'utilise pas que ça parce que notamment pour le premier bivouac que j'ai fait en solo, en fait j'ai utilisé Visorando pour monter et après j'ai changé mon itinéraire parce que honnêtement c'était moche. Toute la montée était très moche, il n'y avait aucun point de vue, c'était un gros chemin. Oh, il y a des temps qui m'attaquent. Bon, c'est très bien au départ parce que t'es dans le calme et tout, mais au bout d'un moment, dans les chemins comme ça où t'as aucun point de vue, ça peut être un peu décourageant. Donc au final, je suis partie sur un autre itinéraire qui n'était pas mis en avant par Visorando. Il me semble que Visorando l'avait également, mais il le proposait pas en avant, c'était pas le premier truc qu'il proposait. Donc c'est bien de se switcher avec d'autres sites également sur internet. Et ensuite parce que forcément en montagne, tu n'as pas souvent la 4G ou de réseau ou quoi que ce soit, j'utilise MapMe. Alors MapMe c'est l'application phare que je recommande absolument à tout le monde depuis que je suis allée en Chine et que j'avais pas internet. Je m'en suis servi pour me déplacer dans Pékin et c'était absolument génial. Alors des fois bien sûr comme c'est par données satellites, ça t'indique pas exactement la position où tu es ou alors tu dois attendre 5 minutes avant que la petite flèche se remette au bon endroit. Tu peux te choper aussi des coups de frayeur comme ça en mode oh non je me suis trompée de chemin et en fait non c'est bon tout va bien. Et c'est une carte absolument géniale qui montre également justement les points d'eau, tous les petits chemins et compagnie que tu ne verras pas sur Google Maps, absolument pas, les points de vue. Alors après la montagne du diable, la grotte de l'enfer, nous avons ici présentement le Préquitu. Voilà, donc c'est forcément très engageant de voir les noms sur les maps. Mais tout de même, quand même, pour se donner une sécurité, ce que je fais, c'est que j'emporte, des fois j'imprime la carte en papier, et j'ai toujours une boussole avec moi, magnifique petite boussole, histoire que si jamais mon portable se casse ou qu'il y a un souci quelconque, j'ai toujours un deuxième moyen d'orientation. Alors bien sûr, en montagne, les tracés et les chemins sont quand même très bien renseignés, mais il y a des moments où tu peux quand même facilement te perdre, il y a des embranchements où c'est pas forcément évident. Alors le chemin, lequel? Faut faire attention aussi aux endroits où tu veux poser ta tente et il y a plusieurs restrictions selon les sites. Le feu est interdit, feu de camp interdit. Après le réchaud est autorisé, j'avais lu, bon, cueillette forcément interdit. Camping interdit sauf bivouac, ce qui veut dire que la différence c'est que bivouac tu installes ta tente au coucher du soleil et tu la lèves au lever du soleil. Tu n'as pas le droit de rester plus longtemps que ça. Ok, très bien. Waouh. Alors là on voit notre objectif, tu vois, cette montagne ici. Va falloir l'atteindre.
Et avant, il faut atteindre le col du Coq, qui est l'endroit, en fait, le parking d'où partent la majorité des randonneurs pour faire cette randonnée. Alors au niveau sécurité, notamment quand tu es une femme seule, c'est vrai que tu peux avoir des petites craintes de ce côté-là. Mais il faut bien se dire qu'en montagne, au contraire, c'est beaucoup plus safe au niveau des gens que tu rencontres parce que ça fait déjà le tri. Et les gens en montagne sont plutôt bienveillants, ils vont plutôt t'apporter leur aide qu'autre chose. Puis bien sûr, une fois que tu es dans la tente, personne ne peut savoir qui est à l'intérieur, donc tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Au niveau du risque de blessure, c'est sûr qu'il faut faire attention. Quand tu es tout seul, tu es aussi plus vigilant quand même que quand tu es à deux. Des fois, quand tu es à deux, tu discutes beaucoup, donc tu peux avoir une petite inattention à un certain moment. Et puis bien entendu, il faut toujours prévenir quelqu'un et envoyer son tracé d'itinéraire. Ah là là. Méga protection. Oh Seigneur, je suis sur une route. Je retrouve la civilisation. Si t'arrives pas à dormir, au lieu de compter les moutons, tu peux compter les tas de cailloux qu'il y a sur le chemin. Voilà, impossible de se perdre. Ici, il y a des pierres qui font un peu abri puisqu'il y a certaines personnes qui utilisent ça, qui dorment directement dans des sacs de couchage qui sont très très chauds, qui font un peu cocon en fait. Il n'y a pas que les amateurs de tentes, il y a aussi les gens qui utilisent des hamacs. J'avais croisé notamment trois gars qui faisaient la traversée de la Chartreuse et qui utilisaient cette méthode-là pour dormir tout du long de leur traversée. Donc voilà, il y a plein de façons de faire des treks. Alors me concernant, j'ai quand même opté pour une tente. T'es quand même plus couvert si jamais tu te prends une grosse intempérie. Elle est double toit, 2 places et surtout pas cher du tout, elle est moins de 100 €, donc pour une tente, c'est vrai que c'était un très bon investissement que j'ai pu faire. Alors je vais présenter un petit peu le matériel que j'utilise. Après c'est du matériel quand même pour débutants et assez minimaliste que j'emporte parce que par exemple ce soir je dors sans matelas de sol. Donc vraiment ça dépend vraiment de toi, également de la météo, du lieu où tu pars, etc. C'est juste pour présenter un petit peu et donner une petite idée de ce avec quoi on peut partir, quoi. Alors en premier lieu dans ce sac. Ici ce que je tasse en premier c'est forcément tout ce qui est manteau, polaire et tout ça, histoire que je l'ai facilement en libre accès quoi. Hop, en un coup tu as tout dehors. Le sac de couchage qui est très bien car il peut se compresser. Ici, comme tu peux voir, il y a des lanières en fait pour le faire réduire de volume. Alors il est très très fin, donc des fois je complète avec la couverture de survie si vraiment ça va pas. C'est vrai que ça isole du vent et également du froid si tu mets la face dorée vers l'extérieur. Franchement si ça va pas ce soir je sens la couverture de survie. Hein. Ici mon oreiller gonflable. Mais après tu peux très bien aussi utiliser un sac que tu remplis de vêtements qui te fait ensuite oreiller. C'est les vêtements que tu mets ensuite la journée. Le but c'est de voir un peu au niveau double utilisation, qu'est-ce que tu peux utiliser. J'utilise pas du tout de réchaud, de nourriture lyophilisée. Moi ce que j'utilise pour manger c'est ce petit sachet là. Généralement c'est dans le rayon bio qui font beaucoup ça. C'est un plastique très léger qui une fois que tu as mangé le plat gastronomique, et ben tu as juste à le rouler, à le mettre dans ta poubelle et c'est pas quelque chose qui va prendre de la place quoi. Si ça s'écrase dans ton sac en fait ça revient au même quand tu les manges. Le sandwich c'est quand même quelque chose qui est un peu plus fragile. Je prends toujours avec moi une batterie externe, ça permet de recharger le portable, la batterie d'appareil photo. Tu as ce que je t'avais montré tout à l'heure, la boussole, la couverture de survie, les sparadraps et dedans également je mets mes papiers, les petites jumelles facultatives, l'anti-moustique. Après dans cette poche j'ai un peu plus tout ce qui est soin, donc voilà, si jamais je me blesse ou quoi que ce soit. Également j'apporte toujours du sérum physiologique parce que ça arrive des fois tu as des allergies ou si tu t'es blessé à un endroit ça peut permettre de nettoyer la plaie. Ensuite dans cette poche là j'ai tout ce qui est utile à prendre directement, donc les lunettes de soleil, très utile à prendre directement le carnet et les crayons. Ici ma crème solaire et également ce que j'ai toujours avec moi c'est une bombe, un gel poivre en fait, donc c'est pas tant pour les humains que plutôt pour si jamais il y avait des bêtes ou quoi que ce soit. Mais c'est le combo, il y a une marmotte au milieu des chamois aussi. Elle est au niveau du rocher. Elle s'est retrouvée cernée par les chamois, je suis morte. Elle s'est enfouie. Elle était au milieu du troupeau de chamois, elle savait plus que faire. En route
pour rejoindre la gare. Là du coup pour redescendre j'étais à flanc de falaise tout du long. C'était horrible. Vraiment ce genre de sentier, il faudrait qu'ils préviennent qu'il y ait des éboulis à certains endroits et tout ça. Enfin, je crois qu'il y a tellement de peu de personnes qui y passent vu qu'il y a un parking au-dessus pour accéder vraiment à la grosse randonnée touristique. Donc vraiment je m'y serais pas risquée si j'avais su. Comme quoi, morale de l'histoire, toujours rester sur les sentiers, les trucs touristiques quoi. Bon, j'espère que cette vidéo t'a un peu éclairé sur le bivouac en solo, que ça t'a fait découvrir cette expérience-là, que ça t'a donné peut-être aussi envie de t'y mettre. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, à tes crayons. Social, dis donc. Ah, il s'est accroché avec son collier. Alors, tu viens ici pour m'encourager face au dénivelé que je vais affronter aujourd'hui? Oh, mon amour. Ça serait parfait si tu pouvais randonner avec un chat. Si tu pouvais te suivre partout comme ça, ce serait le rêve.